Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που έχουμε τον Λουί Φιλίπ Νταλαμπέρ που επισκέφτηκε την Αθήνα και στο πλαίσιο και της διεθνούς έκθεσης Λεμεσού επισκέφτεται και την Κύπρο. Γεννήθηκε το 1962 στην Καραϊβική και είναι ένας από τους πιο διακεκριμένους συγγραφείς της Καραϊβικής, συγκεκριμένα στην Αϊτή. Πριν από λίγο καιρό εκδόθηκε στην Αθήνα στα ελληνικά το βιβλίο του Milwaukee Blues, το οποίο ήταν και στη μικρή λίστα για το βραβείο Booker στην Αγγλία. Σε εμάς βγήκε σε μετάφραση της Ειρήνης Παπακυριακού από τα γαλλικά. Έχει σπουδάσει δημοσιογραφία και συγκριτική λογοτεχνία το 1993 και δημοσιεύει πεζογραφία, ποίηση και δοκίμια. Εκφράζεται στα γαλλικά και στην κρεολική γλώσσα της νησιωτικής πατρίδας του. Λοιπόν, το Milwaukee Blues που κυκλοφορεί στα ελληνικά είναι ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα και το εκδώσαμε επειδή ανταποκρίνεται σε 3 θεμελιώδεις για εμάς προϋποθέσεις. Πρώτον, για την ποιοτική του γραφή. Δεύτερον, επειδή είναι ένας δημιουργός με οικουμενικό βλέμμα. Είχαμε και μια αντίστοιχη κουβέντα χθες εδώ στο πλαίσιο του επαγγελματικού. Τρίτον, γιατί το βιβλίο εγείρει μεγάλους προβληματισμούς για την εποχή μας. Εμπνευσμένος και από τη δολοφονία του George Floyd τον Μάιο του 2020, ο Λουί Φιλίπ Νταλαμπέρ έχει συνθέσει ένα συναρπαστικό και πολυφωνικό μυθιστόρημα. Θα σας αφήσω τώρα όμως να σας τα πει ο ίδιος, μαζί με τον Μανώλη Πιβλή και καλημέρα και από μένα. Je voulais inviter Madame Niki Papadopoulou-Papa, présidente de l'Alliance française de l'EMESOS. Γεια σας, bonjour. Madame l'ambassadrice, M. D'Alembert, Mesdames et Messieurs, l'Alliance française de Limassol participe cette année aussi au Salon international du livre de Limassol. C'est un grand honneur et un vrai plaisir d'accueillir sur scène et présenter au public de Chypre l'écrivain francophone M. Louis-Philippe D'Alembert, qui est né et grandi à Haïti, diplômé de l'École normale supérieure de Port-au-Prince, avant de se rendre à Paris, où il étudie à l'École supérieure de journalisme, puis à l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle, où il rédige aussi une thèse de doctorat en littérature comparée sur l'écrivain cubain Alejo Carpentier, si je prononce bien. Il est l'un des écrivains les plus éminents de Caraïbes. Depuis 1993, M. D'Alembert collabore avec divers éditeurs, tant en France qu'en Haïti, publiant de la prose, de la poésie et des essais. Il écrit en français et en créole de son île natale. Boursier de la Villa Médicis, il est auteur invité à Jérusalem et à Berlin et a enseigné en tant que professeur invité dans des universités aux États-Unis et en Europe. Depuis son premier départ d'Haïti, ce polyglotte a vécu tour à tour à Nancy, Paris, Rome, Jérusalem, Berlin, Milwaukee. Les traces de ce vagabondage, entre guillemets, sont visibles dans son œuvre. Son roman, traduit en grec, Milwaukee Blues, figurait parmi les finalistes du prix Concours, la plus belle distinction de la littérature française. Monsieur D'Alembert est lauréat du prix Concours de la poésie 2024. Nous remercions aussi Monsieur Biblis, journaliste et écrivain grec, d'être aujourd'hui sur scène pour faciliter cette interview. Je vous remercie tous et toutes d'être présentes aujourd'hui ici. Alors, on a tous l'honneur d'avoir avec nous M. Louis-Philippe D'Alembert. C'est une grande honneur pour moi aussi. Je voudrais commencer par votre livre, bien sûr, le livre qui a été publié en grec, et vous demander de parler un peu
de la forme de ce livre. Je trouve que c'est très important de parler de la forme de ce livre parce qu'on a ici, bon, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, il faut dire d'abord deux, trois choses. Premièrement, c'est une biographie, entre guillemets, des victimes de racisme à Milwaukee, des États-Unis. Vous connaissez les États-Unis, vous avez enseigné à Milwaukee, si je ne me trompe pas. Et il y a ici une histoire qui a une liaison directe avec les cas d'assassinat d'hommes noirs par la police. C'est le cas de Eric Garner, en 2014, à New York, je crois, et le cas de Floyd, comme George Floyd, qui est devenu très connu et qui a fait naître le mouvement Black Lives Matter. Ici, on a un cas pareil. Il y a Emmett, un jeune noir, un jeune d'une trentaine d'années, à peu près, si je ne me trompe pas, à peu près, vous savez mieux que nous. Et il y a ce cas-là, c'est un Pakistanais qui appelle la police. C'est un Pakistanais qui est le neveu du propriétaire d'un supermarché et qui soupçonne ce jeune de lui avoir donné un faux billet de, je sais pas, de quelques dollars. Il a appelé ce fameux 911, le numéro pour la police qui interviennent immédiatement. Ils l'ont pressé qu'ils leur disent la couleur de peau de celui qui a donné le billet. Il a fini par le dire. La police est intervenue et ils ont tué la victime de la même façon qu'on connaît par le cas de George Floyd. Maintenant, il y a une biographie qui se construit avec les témoignages des autres. Et ce qui est très important, je trouve, c'est que, en fait, on parle de quelqu'un qui, avant, n'était pas important. Alors, il est devenu important parce qu'il est mort. Et comme ça, on a besoin de le connaître. On a besoin de le connaître maintenant et d'avoir un peu de lumière sur sa vie d'avant, cette vie qui n'était pas, qui ne valait pas avant un récit par un écrivain. Et ça, c'est en fait, je pense, un premier choc dans la structure de ce roman-là. Je ne continue pas si vous voulez vous exprimer sur tout ça un peu. Ce n'est pas une question, mais c'est quand même une... Oui, donc bonjour d'abord à toutes et à tous et merci de m'accueillir ici et notamment à l'Institut français de Limassol. Et vous avez bien résumé le roman. En fait, il s'agit d'un personnage qui, paradoxalement, a cherché la lumière pendant toute sa jeunesse et
qu'il n'a jamais rencontré, qu'il va rencontrer cette lumière après sa mort. Parce que c'est un jeune qui vient d'un ghetto et de Milwaukee. Donc Milwaukee, c'est dans le Midwest aux États-Unis. Et souvent, pour ces jeunes-là, il y a deux moyens de s'en sortir, c'est ou le sport ou la musique. Donc lui, il se trouve qu'il était très très fort en ce qu'ils appellent football américain aux États-Unis. Et il a eu la chance d'avoir une bourse d'études et il va déménager du Midwest pour aller dans une autre région des États-Unis et essayer de devenir footballeur professionnel. Sauf que, comme on dit souvent, on voit les sportifs, on voit les paillettes, on voit comment ça brille, mais on oublie qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, en fait. Et que lui, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir un double accident où il va se fracasser aussi bien la clavicule que les tibias péronés, etc. Donc, il s'en sort avec une incapacité à pratiquer le sport à très haut niveau. Donc, finalement, il s'approche un peu comme Icare, très près du soleil, et puis il s'est brûlé les ailes. Il n'a pas réussi à devenir footballeur professionnel. Donc, depuis, il vivote un petit peu, et c'est comme ça qu'il va rencontrer, comment dire, la mort, sous les genoux d'un policier, vous l'avez dit. Donc, moi, je suis parti au départ de l'idée de parler, en fait, pas tant de racisme que de la question de couleur, en fait, aux États-Unis. Comme beaucoup de Caribéens, on a tous des amis de la famille aux États-Unis, donc j'y vais souvent et j'avais envie d'écrire un roman qui ait un lien avec les États-Unis ou une histoire qui se passe aux États-Unis, mais je n'avais pas encore la porte d'entrée. Or, sans tomber dans les stéréotypes, il y a un certain nombre de portes d'entrée pour les États-Unis, c'est le sport de haut niveau, forcément. C'est en général ce qu'on appelle l'entertainment en anglais. Et c'est la religion et c'est aussi la question de couleur qui est très très présente aux États-Unis et bien entendu la musique et ainsi de suite. Donc, et j'ai été frappé la première fois par, vous l'avez dit, l'assassinat d'Eric Garner sous les genoux de 2 ou 3 policiers blancs, il était noir, à New York. Mais on était en juillet 2014 et Eric Garner a été le premier à dire « je ne peux pas respirer ». Et « I can't breathe ». Et il a été le premier à le dire, mais en 2014, il n'y avait pas encore le Covid, on n'était pas confiné chez soi, et c'est passé sur Internet, personne, je veux dire, on n'a pas fait attention à ce meurtre-là. Donc moi, j'avais commencé à écrire, c'était dans un coin de ma tête, j'avais commencé à écrire, et comme il m'arrive souvent, j'ai arrêté en cours de route, j'ai écrit autre chose, et c'est revenu au moment de l'assassinat de George Floyd, où j'ai repris ce livre-là, et j'ai vraiment commencé à en parler parce que l'impact était tellement fort au niveau mondial, parce que les 3/4 de la planète étaient confinés, tout le monde a pu voir ce qui s'est passé, et je me suis dit, voilà, le moment est arrivé, il faut écrire ce livre-là. Donc, vous avez parlé de la forme, et pour moi, la forme est très, très importante. On dit souvent en français que la forme crée le fond, ou le sens, en fait. Et voilà que ce monsieur qui cherchait la lumière, il est devenu à sa mort célèbre, mais il ne peut pas parler, ce sont les autres qui vont le dire. Et les autres, ça veut dire les gens qui l'ont connu, les gens qui l'ont fréquenté, et parmi ces gens-là, il y a d'une part des gens de plusieurs générations. Donc, il y a son institutrice qui a plus de 80 ans. Et il y a des gens de genres différents, des hommes, des femmes. Et il y a des gens de couleurs différentes aussi, des blancs, des noirs, et ainsi de suite. Donc, tout le monde le dit, en fait, d'une certaine façon. Mais en le disant, Emmett, c'est aussi une façon de se dire eux-mêmes et de dire, si vous voulez, c'est comme une espèce de puzzle, comme ça que j'ai créé, qui va dire les États-Unis, en fait. Parce qu'ils disent Emmett, ils et elles se disent, et en même temps, ils construisent ce puzzle-là qui disent les États-Unis. La question de couleur, ce n'est pas par hasard que le personnage s'appelle Emmett. Donc, je l'ai tiré
et de l'histoire déjà d'un assassinat en 1955 d'un jeune adolescent noir qui avait 14 ans, qui s'appelait Emmett Till. Et Emmett Till, qui est de Chicago, qui descend dans le Mississippi et qui a eu le malheur d'entrer dans une épicerie et de parler à une femme blanche. À l'époque, ce qu'on avait fait croire pendant longtemps, c'est qu'il aurait sifflé cette femme-là, ce qui était complètement faux. Elle le dira dans les années 80, quand elle était à l'article de la mort, elle aussi. Donc, Emmett Till va être assassiné. Et à l'époque, la télévision commence à entrer aux États-Unis, ça fait beaucoup de bruit, et il y a eu un procès où tous les jurés étaient blancs non seulement blancs, mais blancs du sud des États-Unis. Et ça a fait un scandale énorme, mais beaucoup d'artistes et d'écrivains ont écrit là-dessus. Quelqu'un comme Bob Dylan avait fait une chanson, sur l'histoire d'Emmett Till. Et puis il y en a eu d'autres. Un écrivain français d'origine martiniquaise comme Aimé Césaire avait écrit de la poésie sur Emmett Till. Et puis il n'y a pas très longtemps, une jeune états-unienne qui a à peine 30 ans, qui vit en France, qui écrit et qui est chanteuse, qui s'appelle Mélodie Gardot. Donc, c'est une femme qui a 30 ans. Et l'histoire s'est passée en 1955. Elle a encore fait une chanson sur Emmett Till, donc, qui date de 1955, pour dire combien l'histoire avait marqué. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai appelé le personnage Emmett. Et il se trouve que ça concordait complètement avec ce que je voulais dire. En hébreu, par exemple, Emmett signifie vérité. Et quand on enlève la première syllabe, Emmet, en hébreu, ça signifie mort. Pour moi, c'était une histoire de mort et de vérité qu'il fallait vraiment raconter et que j'ai essayé de faire. Et c'est pour ça que, justement, je suis bien content que vous ayez parlé de la forme, parce que la forme, pour moi, est très, très importante. Ouais. Et je vais insister un peu sur la forme encore, parce que il y a beaucoup de choses à explorer là-dedans. Par exemple, il y a une difficulté pour l'écrivain, je pense, de parler avec plein d'autres voix. Ça, c'est aussi une difficulté d'écriture qui est fondamentale. Et là, vous avez pu vraiment donner la voix à des gens qui sont assez différents, très différents, je dirais. Il y a l'institutrice qui parle, il y a qui avait comme élève le jeune Emmett, il y a par exemple ses copains, un copain et une copine d'école qui parlent, qui étaient ses bodyguards toujours à l'école. Mais il y a aussi l'acteur du crime, le policier. Et c'est vraiment difficile de faire ça, de parler avec honnêteté, sans les lunettes seulement de la justice, mais vous avez fait ça, par exemple, le policier parle, il n'est pas une caricature, il parle son langage à lui, et qui est fort et qui est, bien sûr, qui inclut pas mal de clichés des gens de cette catégorie-là, de ces opinions-là, mais qui est franche dans son discours. Oui, là aussi c'était important pour moi de faire parler les autres et de parler d'une certaine façon la langue des autres, la langue de l'institutrice. Il y a une différence de langage, bien sûr, pas seulement par rapport à l'âge, mais par rapport à la classe sociale. Et l'institutrice venait d'un milieu bourgeois, de Milwaukee,
qui a essayé dans les années 60, 68 de faire sa petite révolution aussi, donc qui à l'époque était... Qui était blanche aussi. Elle est blanche, c'est la période de Woodstock aux États-Unis, et c'est la période où on essaye tout ce qu'il y a comme drogue. Elle a fumé tout ce qui pouvait être fumé à l'époque, et avant de rentrer dans les rangs et de devenir un stit, mais avec cette idée de continuer qu'elle a gardée de cette période Woodstock, d'aller vers les autres et d'aider les autres. Et elle se dit, elle voulait faire, comme beaucoup de jeunes à l'époque, la révolution mondiale, et elle se rend compte que ça va être très compliqué. Elle se dit, on va commencer par le pays dans lequel je vis, et même pas le pays dans lequel je vis, on va commencer par la ville dans laquelle je vis, autrement dit Milwaukee, qui fait partie, on l'a dit, c'est dernièrement, et le président de l'équipe de basketball et Milwaukee, qu'il disait, c'est l'une des villes les plus ségrégées des États-Unis. Donc, elle a dit qu'elle va commencer à faire la révolution là. Donc, il fallait trouver ce niveau de langue pour chacun des personnages. Donc, ça a été assez difficile, assez dur de trouver déjà les différences de classe, les différences de génération, les différences aussi, je dirais, d'appartenance sociale vraiment, quoi, ou de genre. Parce qu'il y a une dame âgée qui ne parle pas, qui est blanche, ne parle pas comme un jeune noir, par exemple, ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment un travail que j'ai essayé de faire de recherche. Et puis le policier. Pour moi, il était important que le policier parle aussi, parce que je ne voulais pas tomber, sans jeu de mots, dans une histoire en noir et blanc. Je ne voulais pas que ce soit tout noir ou tout blanc d'un côté. Je voulais que chaque personnage puisse dire sa vérité, et avec toute la subjectivité que cela implique, hein, et puis de montrer aussi que la réalité, elle est souvent bien plus complexe. Et ce policier qui est blanc et qui est visiblement assez raciste, mais malgré tout est marié avec une asiatique, avec une femme d'origine asiatique, et qui a des enfants qui sont métis, et du coup de montrer toutes les nuances de la chose, et d'essayer, ou quand en face on a envie de voir juste un monstre. Donc pour moi c'était ça l'idée, c'est-à-dire apporter ces nuances-là, cette complexité de la chose dans un pays comme les États-Unis, où c'est souvent assez tranché, où c'est chacun est d'un côté de la barricade d'une certaine façon, et c'est ce qu'un personnage comme Ma Robinson, qui est une dame noire qui a été une ancienne gardienne de prison et qui devient pasteur après sa retraite. Et là, il y a un certain nombre d'éléments comme ça que j'ai pris dans mon vécu à Milwaukee, où effectivement j'ai rencontré une dame qui était pasteur, ancienne gardienne de prison, et aux États-Unis à ce niveau tout peut arriver. Donc elle était, et c'est des éléments que je suis allé prendre. Elle a créé sa propre église. Elle a créé sa propre église, et elle disait déjà, mais elle avait une conscience politique, parce que c'est une dame qui a fait ce qu'on appelle justement, on a parlé de Emmett Till tout à l'heure, c'est une dame qui a fait les grandes marches des années 60, au moment où il y avait les marches à Selma, une ville qui s'appelle Selma, dans le sud des États-Unis, où il y avait Martin Luther King, où il y avait aussi beaucoup de gens d'autres couleurs et d'autres cultures. Et il y avait par exemple un rabbin qui s'appelle Abraham Escher, qui marchait avec Martin Luther King. C'est la raison pour laquelle, dans le roman, il y a un des personnages elle est une femme noire qui va avoir un fiancé blanc juif, si vous voulez. Donc, l'idée, c'était de rester dans les nuances, là, de ne pas échapper à tout ça, et que Ma Robinson, elle a participé à ces luttes contre la ségrégation, mais en même temps, elle n'est pas dupe de ce qui se passe aux États-Unis. Elle sait que la question de couleur permet surtout de masquer la question de classe. Le véritable gros mot là-bas aux États-Unis, c'est parler de classe sociale. Et du coup, elle, en tant que gardienne de prison, elle disait aux filles, finalement, vous êtes dans le même bateau, que vous soyez blanche ou que vous soyez noire, en fait. Donc, et c'était ça l'idée, c'était ça le propos du roman, quoi.
Oui, vous parlez aussi des classes, c'est sûr, et d'un système des États-Unis que vous critiquez pas mal, je dirais, tout en étant, comme on peut être objectif et observateur, avoir une distance. Et je voulais dire aussi que cette forme-là vous a permis de parler, de faire la critique, pas seulement dans un système général, mais un peu partout dans les noyaux sociaux. Ça veut dire qu'on peut lire la critique d'une des femmes noires du livre par rapport aux hommes noirs. Tout à fait. Et ça, j'ai trouvé très intéressant. Elle parle beaucoup de cette attitude des hommes noirs qui vient sans doute de l'esclavage. C'est quelque chose qui a passé dans l'ADN un peu des hommes noirs aux États-Unis. C'est que on fait un effort, mais si on échoue, on part vite. Et comme ça, il y a pas mal de familles monoparentales aux États-Unis, des femmes noires qui élèvent leurs enfants toutes seules. Parce que les hommes sont un peu lâches, si on peut le dire, je ne sais pas. Certains sont lâches, certains sont en prison aussi. Oui, c'est ça aussi. Oui. Et peut-être ça, c'est une différence entre l'homme noir des États-Unis et l'homme noir européen qui vient des pays des ex-colonies. Ce n'est pas l'esclavage dans le genre qu'on avait aux États-Unis, c'est une autre forme de souveraineté contre les Noirs, et peut-être ça différencie un peu les comportements, je ne sais pas. Non, la comparaison est très, très difficile à faire pour une raison bien simple, hein, c'est-à-dire que aux États-Unis, les Noirs et les Blancs sont arrivés ensemble. Et ils sont arrivés sur le même bateau. Bon, il y en a qui étaient dans la cale du bateau et d'autres qui étaient sur le pont du bateau. Mais ils sont arrivés au même moment. Donc, en fait, le sentiment d'appartenance, et même si on a essayé à un moment donné de dire aux Noirs de retourner en Afrique, mais on aurait pu dire aux Blancs aux États-Unis de retourner en Europe, mais ce qu'on a fait. Donc, mais l'idée, c'est qu'ils sont arrivés au même moment. Ils ont essayé de reconstruire un pays qui va donner le Libéria, par exemple, en Afrique, d'anciens descendants d'esclaves africains, mais ils sont arrivés au même moment. Donc, ils se sentent, entre guillemets, légitimes, même si je n'aime pas l'usage qu'on fait actuellement du mot, et de la même façon. Les seuls qui pourraient avoir quelque chose à reprocher ou à revendiquer, c'est ce qu'on appelle les natives aux États-Unis qui étaient là bien avant tout le monde. Donc, alors qu'en Europe, on a une autre situation, c'est-à-dire que l'Europe a pratiqué l'esclavage pendant des siècles, mais l'a pratiqué pas sur le sol européen. Je ne parle pas des Slaves bien avant, etc., mais je parle de la traite, ce qu'on appelle la traite atlantique, qui commence au XVIe siècle et qui va se terminer au XIXe. Donc, l'Europe ne l'a pas pratiqué. Autrement dit, les gens qui vont arriver en Europe par la suite, ça fait à peine 3, on va dire, si on exagère, 4 générations. Il y a eu une ou, dans quelques cas, on avait quelques personnes qui étaient là, mais c'était pas beaucoup, il n'y avait pas de grosse communauté. Donc, autrement dit, l'attitude n'est pas la même. Et même si les gens, ils arrivent, mais ils ont l'impression d'être plus étrangers, et ça va prendre quelques générations, ou ça prend quelques générations avant de pouvoir être complètement du lieu, alors qu'aux États-Unis, étant arrivé à la même période, donc, et l'esclavage a été pratiqué sur le sol états-unien même. Donc ça pose un autre problème. C'est comme si on vivait dans la même maison, ce qui est le cas, et qu'il y a des gens qui dorment par terre et d'autres qui dorment dans un lit, ce qui était le cas aussi, et avec ce côté presque schizophrène
qu'on peut avoir aux États-Unis, ou dans le sud des États-Unis par exemple, où il y a beaucoup d'enfants blancs qui ont été allaités par des femmes noires. Et allaiter littéralement, c'est-à-dire que les femmes à l'époque, on leur disait, si elles allaitaient l'enfant, ça déformait leur sein, ça déformait leur corps, etc. Donc souvent, on prenait des nourrices, qu'on appelle les nourrices, c'est des femmes qui étaient noires, qui vont allaiter ces enfants blancs. Et des enfants blancs qui vont devenir leur maître après, c'est-à-dire avec droit de vie et de mort sur les femmes qui les ont allaités. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de tout à fait schizophrène et qui fait que, justement, la question de couleur dont je parlais, comme on dit tout à l'heure, est aussi présente dans l'histoire des États-Unis. Donc, c'est pour cela que je serais un peu prudent par rapport à une éventuelle comparaison avec une présence noire en Europe où les histoires sont complètement différentes. Et on a parlé des femmes noires. J'ai lu que quand vous étiez enfant, vous étiez entouré des femmes noires, des femmes en général. C'est vrai parce que votre père est mort juste après votre naissance, c'est ça? J'ai eu cette chance-là, oui. Oui. Alors, je me rappelle qu'un poète grec qui est mort récemment avait écrit aussi un petit livre qui s'appelait Des femmes, parce que lui aussi il était enterré en tant que réfugié politique en Hongrie après la guerre civile grecque, quand il avait 2 ans, 3 ans, 6 ans. Alors, je voulais vous demander de vous exprimer un peu sur cette question-là, les femmes dans la communauté noire et les femmes dans votre vie. Disons, dans la communauté noire, je ne sais pas laquelle, Ouais. si c'est aux États-Unis, C'est aux si États-Unis. c'est en Europe. Oui, bien sûr. Non, vous avez commencé à le dire par rapport aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a une société où les gens ont été des objets, donc des biens meubles, hein, ce qu'on appelait dans le Code noir en France, qui a été publié en 1685 sous Louis XIV, et des gens qui étaient des biens meubles. C'était exactement la même chose aux États-Unis, et ça va quand même, par la suite, laisser des traces. Bien sûr, ils avaient la possibilité d'être ensemble, de créer une famille, de fonder une famille, de fonder un couple, mais en même temps, et si vous lisez par exemple quelqu'un comme Toni Morrison, un roman comme Beloved ou d'autres, vous allez voir la possibilité que le maître avait pour punir un esclave, eh bien, de le séparer de sa famille. Donc, c'est-à-dire qu'on ne voyait plus ou son mari, ou son enfant, ou sa femme. Et ça va donner aussi, par la suite, une catégorie de femmes qui, en même temps, cette femme-là, elle pouvait être l'objet sexuel du maître blanc, c'est-à-dire qui avait droit de cuissage sur cette femme-là, qui ne pouvait absolument rien dire. Et donc, ça va donner des femmes blessées, bien sûr, mais des femmes très fortes. Et il y a une expression qu'on écoute souvent aux États-Unis, quand on parle de « angry black woman », c'est-à-dire une femme noire toujours en colère, etc. C'est-à-dire qu'elle a été héritière d'une histoire qui fait que souvent elle va se retrouver à la tête d'une famille monoparentale, c'est pas ce qu'elle voulait. Bien sûr, il y a le divorce, tout ce qu'on sait, etc. Mais au-delà de ça, elle va être chef de famille, elle va avoir charge de famille. C'est exactement ce qui se passe dans le roman, où, à un moment donné, le père d'Emmett disparaît. Donc, j'ai préféré garder cette image-là de la disparition du père.
On ne sait pas. On ne sait pas s'il est mort en cours de route. On ne sait pas s'il a fui seulement. Et Maître, lui, il va passer son temps à rêver qu'un jour, son papa revienne, en fait. Il vit en fonction de ça. Et même le fait qu'il va faire du sport de haut niveau, il se dit, je deviendrai tellement célèbre et qu'on parlera de moi dans tous les États-Unis. Et là, il reviendra, il me verra, il viendra vers moi. Bon, malheureusement, il ne va pas avoir le temps de devenir célèbre. Donc ça va créer une catégorie de la population féminine, on va dire à ce niveau-là, noire aux États-Unis. Et c'est des femmes à la fois très courageuses et très, comme Ma Robinson par exemple, mais en même temps qui ont des failles, qui ont des blessures et quelque part, et c'est ce qui fait que dans le roman, on a des femmes comme ça. Ma Robinson, l'amie d'Emmett, la maman d'Emmett et la maman d'Emmett, c'est des femmes aussi qui vont porter ce qu'on pourrait appeler la communauté. Parce qu'à partir du moment où Emmett va devenir ou entre à l'université pour devenir professionnel, déjà depuis tout petit, les deux amis dont vous parlez, on les appelait bodyguards, parce que lui, on voyait déjà qu'il avait la carrure, qu'il allait devenir footballeur professionnel. Donc les autres lui servaient déjà de garde du corps. Il ne fallait pas qu'on le touche. Il faut le préserver. Donc il est devenu l'enfant de la communauté. Et la maman, elle-même, elle faisait ses comptes en disant que voilà, on va pouvoir aider ci, on va pouvoir aider un tel, on va pouvoir envoyer les enfants à l'école, les envoyer à l'université. Et on le voit même, par exemple, au niveau de l'école primaire, quand il y a un certain nombre d'enfants qui vont arriver à l'école, on voit visiblement la maîtresse d'Emmett et une autre amie, là aussi pareil, une femme noire, et qui vit seule, et se rendre compte que les enfants arrivent à l'école sans avoir mangé avant, donc elles vont essayer de monter une petite cantine. En fait, ce que je veux dire avec ça, ce sont les vrais piliers d'une communauté, ce sont les vrais piliers de la société, et c'est un peu la même chose qu'on rencontre dans la Caraïbe. Donc voilà, à côté de ça, mon cas particulier, c'est juste un épiphénomène, quoi. Oui. Et c'est la question de solidarité qui est une question très importante dans le livre. Et comme on n'a pas énormément de temps, je voulais vous faire une dernière question sur votre œuvre plus généralement et passer le micro aux dames et aux messieurs qui sont ici pour vous poser des questions aussi. Madame Papa a dit déjà que vous avez eu le prix Goncourt de poésie cette année. Alors vous avez au moins 2 chapeaux de poète et de romancier. Moi, je pourrais dire que votre roman a une langue vraiment riche, mais ce n'est pas de la poésie, c'est quelque chose d'autre et c'est quelque chose de dur en même temps. La question classique, comment vous traitez ces deux mondes-là, de la poésie et du roman? En fait, pour moi, il n'y a pas de véritable différence. Je ne veux pas caricaturer en disant que justement, il faut bien qu'on puisse vendre les livres, donc on leur donne un genre. Il faut que ce soit classé en librairie, donc poésie, essai, roman, nouvelle ou tout ce qu'on veut. Bon, moi, il se trouve que effectivement, j'ai commencé par la poésie. J'ai commencé très très jeune. J'ai publié mon premier recueil de poèmes, j'avais 19 ans. Et j'ai commencé très tôt parce que il y a une longue tradition vraiment d'écriture et d'écoute de poésie en Haïti, ce qui est quelque chose dans lequel j'ai grandi, j'ai baigné très tôt, et très tôt aussi, tout à l'heure vous parliez des femmes, j'avais une mère institutrice, et comme l'un des sports nationaux
parmi les lettrés en Haïti, c'est de connaître des poèmes par cœur. Donc, elle disait souvent des poèmes. Et dans l'écriture, et dans la poésie en particulier, il y a toujours j'ai envie de dire, une envie de séduction, en fait, au fond. Et moi, je voyais ma mère dire de la poésie. Donc, quand j'ai commencé à écrire 2, 3 petits poèmes à 12, 13 ans, il y avait peut-être consciemment ou inconsciemment cette idée de la séduire, au fond. Et puis, il va y avoir... J'ai eu la malchance d'être que dans une école de garçons. Donc j'étais j'avais du mal avec les femmes, les filles, pour les approcher. Donc, je me disais, tiens, en écrivant de la poésie, elles vont s'intéresser à moi. En fait, elles ne se sont pas intéressées plus à moi que ça. Donc, j'ai essayé déjà par ce côté séduction dont je parlais, mais ensuite, il va y avoir un côté qui, pour nous, est très important aussi, qui est l'aspect politique. Et qui est vraiment, vraiment très, très important, où moi, quand j'étais adolescent, tout à l'heure, vous parliez des États-Unis ou de la lutte qu'il peut y avoir, la question de couleur, et donc nous, étant à côté des États-Unis, et donc toute la lutte des Noirs américains contre la ségrégation pour les droits et civiques, ça nous arrivait aussi. Donc Malcolm X et Martin Luther King ou tout ça. Donc, parce qu'on est juste à côté, c'est un homme politique mexicain qui disait pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis, donc c'est notre cas à nous aussi. Donc forcément, le côté engagement était très très important. Et en plus, je suis né, j'ai grandi sous une dictature. Donc le deuxième élément qui va être très présent dans mon écriture au départ, c'est que je croyais, adolescent, 14-15 ans, qu'avec la littérature, on pouvait renverser une dictature. Et là aussi, c'est comme pour les filles, je me suis trompé. Donc, mais en même temps, entre-temps, j'ai été pris au piège avec les deux, en fait, et j'ai commencé à écrire. Maintenant, la différence, j'ai commencé par la poésie est toujours là, elle est toujours présente dans tout ce que je fais, ce que j'écris, mais je n'oublie pas de raconter. Pour moi, ce n'est pas le même type de travail au départ, parce qu'un poème, on peut l'écrire très, entre guillemets, très vite, très court, et puis on le dépose. Et puis après, j'ai tendance à écrire des très longs poèmes. Et tout ça, c'est des influences d'écrivains que j'ai lus quand j'étais jeune, comme Aimé Césaire, le Martiniquais, ou comme un autre Caribéen, Saint John Perse, Guadeloupéen, et qui écrivait de longs poèmes et fleuves comme ça. Donc j'ai tendance à écrire ces poèmes-là. Mais en même temps, un poème, ce n'est pas un roman qui est un travail de plus longue haleine, en fait. Où comme je suis un grand sportif en salon, en chambre, hein, j'aime bien regarder le sport sur mon ordinateur. Donc le grand sportif que je suis compare la poésie à une espèce de sprint où on va aller très vite, et le roman a un marathon, où c'est vraiment un travail où ça peut prendre 1 an, 2 ans parfois, même plus. On peut commencer à arrêter et puis recommencer plus loin. Donc c'est cette petite différence-là. Mais au niveau de la langue, pour moi, elle est tout aussi importante. On a commencé en disant que la forme crée le fond ou le sens. Et si j'écris un roman, il faut d'abord que je trouve la langue. Et quand je trouve la langue, à ce moment-là, il y a une bonne partie, au moins 50% du travail qui est fait. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'arrive à trouver l'intonation ou la langue que je veux faire parler au personnage. Et là, ça démarre et ça ne s'arrête pas, quoi. D'accord. Et s'il y a des questions, on n'a pas beaucoup de temps, c'est vrai. On a un peu tardé là, mais vous êtes les bienvenus si vous avez une question à poser à M. d'Alembert. Même en grec, hein? En grec, oui. Parce que j'ai un casque, je peux comprendre tout ce que vous dites.
Si Bon, on continue, il n'y a pas de questions. il n'y a pas de question. Sinon, je veux dire que s'il y a dans votre roman une critique directement politique, disons, le livre est politique, mais il y a des gens qui critiquent parfois l'époque de Reagan Oui. et l'époque de Trump, mais l'époque de Trump est la précédente. Ça veut dire. Oui, oui, bien sûr. Et c'est drôle, je ne sais pas si c'est drôle, que là où on lit le roman, il y a encore une période Trump Le Trump qui arrive, bien sûr. qui commence. Oui. Peut-être vous trouvez que, ou vous savez mieux que nous ici, que l'époque Reagan était une époque très dure pour les gens, pas seulement de Franklin Heights, qui est, Le ghetto de Milwaukee. oui, au nord de Milwaukee, mais pour les pauvres des États-Unis en Oui, général. oui, oui. Et pour moi, c'était ça l'idée, c'est-à-dire que rester, montrer que quelque part, la question de couleur, ce n'est qu'une composante en fait de la question de classe. Au fond, aux États-Unis. Et c'était important de le dire à travers le roman. Quand vous parlez de critique, je pensais que moi, ce que j'ai pu avoir, entre guillemets, comme critique, on va dire, on ne sait pas si c'est négatif ou c'est positif, mais les gens m'ont demandé comment j'ai pu me mettre dans la peau du policier blanc. Donc c'était ça l'idée. Oui. Mais comme je le disais au départ, pour moi, c'était important de le faire parler, de l'entendre parler, d'entendre son discours, et j'ai essayé le plus possible de me glisser dans la peau de ce personnage-là. Je pense que c'est important dans la littérature de faire cet essai. En même temps, il y a des écrivains qui l'ont fait avec des gens quotidiens du nazisme. Nazi, bien sûr. Alors, pourquoi pas le policier qui a tué George Floyd? Il y a une question, apparemment. Oui. Oui, merci beaucoup. Vous avez beaucoup parlé des États-Unis aujourd'hui. La France, est-ce qu'elle elle est aussi une source d'inspiration? Est-ce que la langue parlée en France aujourd'hui nourrit aussi votre travail d'écrivain? Ah oui. Oui. On Bien n'a pas sûr, parlé, mais c'est vrai. il n'y a pas que, bien sûr, on va revenir au français, ou la France d'abord. Il y a la France d'un côté et le français de l'autre. Comment dire, la France, j'ai eu un certain nombre de romans dont l'histoire se passe en partie ou en totalité en France, comme un roman qui s'appelle Rue du Faubourg Saint-Denis, qui est une rue dans le 10e arrondissement de Paris, ou d'autres romans. Mais pour moi, ça, c'est peut-être, comment dire, la France, ou un roman que j'ai publié en 2017 qui s'appelle Avant que les ombres s'effacent, qui raconte l'histoire de l'accueil de Juifs en Haïti pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a toute une partie qui se déroule en France en 1939, au moment où on arrive vers 40, où la France va entrer en guerre contre l'Allemagne. On entend déjà le bruit des bottes et nazi, patronne de la France. Donc il y a toute une partie où on va, et qui se passe d'ailleurs dans une petite partie qui se passe dans un camp à Argenteuil, en région parisienne, qui était l'un des premiers camps d'internement qu'on les appelait à l'époque, et qui a été ouvert en France. Et donc il y a un certain nombre de choses dont l'histoire se passe en France. Maintenant, au niveau, et Rue du Faubourg Saint-Denis, par exemple, est écrit totalement en argot, entre guillemets, et où je me suis inspiré beaucoup d'un roman que vous connaissez qui s'appelle La vie devant soi, d'Émile Ajar et Eric Garner. Donc j'ai été dans ce roman dans une forme de dialogue avec, La vie devant soi, en reprenant le personnage de Momo, qui était le petit arabe, mais de mettre un petit noir dont la maman serait... on ne sait pas trop bien d'origine caribéenne, mais on ne sait pas d'où, et le père est africain, on ne sait pas d'où non plus, mais qui vit dans ce milieu-là, qui finit. Et donc j'ai eu ce dialogue-là dans le livre avec
comment dire, à la fois la langue, l'espace et la littérature française. Donc, mais en même temps, pour moi, la langue ou les langues sont importantes parce que je suis né, j'ai grandi dans 2 langues. Et du coup, et après, j'ai beaucoup vécu, comme vous le savez, en Italie. Donc, à un moment donné, parfois, j'écris les 3 langues, ces 3 langues-là se télescopent un peu dans ma tête. Donc, mais je n'oublie pas que je parle en français et que j'écris en français. Donc, il faut trouver la langue qui sera la mienne. Même un écrivain, je dis unilingue ou monologue, je ne sais pas comment on peut dire, unilingue, a ce problème-là de créer sa propre langue. Donc, moi, en étant en interaction permanente avec ces 3 langues-là, donc forcément, à un moment donné, ça devient encore plus, j'ai envie de dire compliqué, mais en même temps plus riche pour moi, parce que je peux aller puiser dans l'univers de ces langues-là, mais tout en sachant que l'univers qui m'habite, en fait, c'est même pas un espace, je le dis souvent, c'est le temps. Parce que j'aime bien écrire à partir de l'enfance, en fait, et d'où je regardais le monde. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Mais les langues sont là, que ce soit la langue française ou la langue créole, la langue italienne, mais je vais finir par écrire dans un français qui est le mien, en fait. Il y a une autre question? Une dernière très courte, parce qu'on n'a plus de temps. Est-ce qu'on peut dire que le racisme, je répète parce qu'il n'y a pas de... Le micro, il n'y a pas de traduire. micro. Je répéterai. Mais allez-y, il va répéter, comme ça on pourra traduire pour les autres. Est-ce qu'on peut dire que le racisme commence par rapport à la classe sociale d'abord, après c'est le racisme par rapport à la couleur. Par rapport à la couleur. Ou vice-versa, ou les deux. D'accord. Non, moi, par rapport à la classe sociale, je n'appellerais pas ça racisme. On a tendance aujourd'hui parfois à galvauder un certain nombre de mots. Et j'entends souvent, on parlait de la France tout à l'heure, les gens parlaient de racisme et anti-vieux, de racisme anti-jeune, de racisme anti-je ne sais pas quoi. Et je n'appellerais pas ça racisme. Il y a bien sûr des préjugés de classe, il y a des mépris de classe aussi. Donc, et ça existe et qui nous amène à exclure un certain nombre de personnes en fonction de la catégorie sociale à laquelle on appartient ou pas. C'est-à-dire c'est quelque chose qui peut être très marqué et dans certaines sociétés. En France, justement, notamment, c'est quelque chose qui existe souvent quand quelqu'un vient de l'étranger et il ne comprend pas toujours ce qui se passe au niveau de la société française. On va dire tout le temps, ah oui, ils sont toujours en train de faire grève en France et tout. Oui, mais sauf qu'on oublie qu'il y a derrière un passé et aussi un passif et de rapport de classe qui est très très dur en France et dont on ne parle pas toujours et que si je voulais que tout à l'heure on parlait de stéréotypes, de caricatures, si on part déjà de la Révolution française où il y a qui était une révolution bourgeoise, ce que les gens oublient souvent, mais une révolution bourgeoise qui a utilisé le peuple quelque part, et une fois que les bourgeois ont obtenu ce qu'ils voulaient, l'égalité avec les nobles, même prendre le pouvoir sur les nobles par la suite, et on a dit au peuple, vous rentrez chez vous. Je caricature, mais il y a cette méfiance de classe qui peut être très très forte en France, mais ce n'est pas du racisme pour autant. Et pour moi, le racisme, c'est autre chose. Le racisme, c'est justement par rapport à partir du moment où on va décider, où on va, même, on parlait d'esclavage aussi, et pour pouvoir justifier une exploitation de l'autre, on va décider que telle race est supérieure par rapport à telle autre. Et on va chercher des arguments pseudo-scientifiques, et les nazis l'ont fait avec les juifs aussi, par exemple. Et là, on tombe dans une autre comment dire, catégorie. Mais on sait bien, par contre, et à partir du moment
où on a de l'argent, effectivement, et toutes les portes sont ouvertes, on va pouvoir entrer dans un certain nombre de portes, de salons, à travers un certain nombre de portes qui étaient fermées au départ. Mais je n'utiliserai pas le mot de racisme, de classe, en fait. Louis-Philippe d'Alembert, on vous remercie vraiment. C'était un honneur de vous avoir Merci ici. à vous. Merci.